Je pense que l'être humain doit se poser 3 questions. D'où vais-je? Où suis-je? Et où vais-je? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Quel type d'entreprise j'ai envie de créer? Moi, mon idée, c'est de créer quelque chose qui, même si je ne suis pas là demain, ça peut encore apporter de la valeur ajoutée. La voie du possible est large. Un être humain a un potentiel infini. Donc il ne faut pas se laisser pour dire, bah oui, mais moi je fais ça, je ne peux pas faire ça, je reste là. Explorez vos potentiels, faites en sorte que ce que vous pensez, votre souhait, soit réalisable et réalisé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission L'invité de Paris. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Denis Soumoudjoung. Il est cofondateur de Citizen Can, un cabinet de conseil spécialisé dans la gestion des flux financiers. Il est également directeur général de la société Arc-en-Ciel Consulting. Tu es aussi président de Souhaker, une société spécialisée dans la conception, la production et la distribution de produits cosmétiques naturels. Tu es également président du groupement patronal FIV-PAMA Paris. Et tu es ancien directeur du projet à l'AMD, l'Agence Malagasy de développement économique de promotion d'entreprise. Bonjour Denis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, j'ai essayé de lister assez succinctement tes réalisations. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais compléter un peu cette présentation et peut-être apporter un peu plus de détails sur toutes tes entreprises et tes réalisations? Bonjour tous, bonjour à toutes et à tous. Merci également de me recevoir aujourd'hui. Je préciserai quelques points sur le groupe Citizen Can. Citizen Can est un cabinet de conseil spécialisé dans la gestion des flux financiers, dont l'écosystème c'est la gestion de trésorerie et de risque de marché. Donc nous existons depuis janvier 2007 et nous entamons cette année notre 18e année d'activité. Et nous comptons à peu près quarantaine de consultants qui travaillent autour de notre écosystème. Et nous avons 2 activités majeures, si j'ose dire, à la fois sur la partie bancaire, sous donc l'entité juridique qui s'appelle Citizen Can Bank, et l'autre activité sur la partie corporate, sous l'entité juridique Citizen Can Corporate, dont j'assure d'ailleurs la direction générale. Tu as aussi cité toute la partie Souhaker. Ouais. Souhaker est une idée, je dirais, très simple. C'est comment valoriser les produits de Madagascar. D'accord. Et l'idée était simple pour dire qu'à partir des produits comme des mangues ou des litchis, comment transformer ça pour que les déchets deviennent encore quelque chose de productif. Donc d'où l'idée de Souhaker, Soua tel qu'on connaît en malgache, et puis Care, donc qui s'appelle santé. Donc c'est un projet personnel où on essaye, en tout cas à partir d'une initiative entrepreneuriale, apporter quelque chose pour valoriser notre pays. C'est l'amour de la patrie. D'accord. Madagascar, je précise. C'est ça. Exactement. Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Merci pour cette introduction. Je te propose maintenant de remonter le temps. Tu es natif de Diego Suarez, hein, c'est ça? Tu as vécu ton enfance dans le quartier de la Soham. Et moi, j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu as gardé de cette enfance? Excellente question. Qu'est-ce que je gardais de cette enfance? Une enfance heureuse. Nous sommes 9 dans la famille, je suis le dernier de la famille. Et j'ai encore cette image de mes parents aimants et qui ont fait beaucoup d'efforts pour nous envoyer étudier à l'étranger. Et donc qu'est-ce que je retiens de ça? C'est aussi ça qui m'a forgé mon enfance. Et c'est grâce à ce quartier de la Soham et grâce justement à cette éducation que je suis là devant toi aujourd'hui et je remercie jamais assez mes parents pour tout ce qu'ils ont fait pour que nous puissions être tels qu'on l'est aujourd'hui.
Du coup, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Il y a deux choses. Tu m'as parlé tu m'as dit que tu étais issu d'une famille modeste. Qu'est-ce que ça voulait dire au quotidien? Et tu as aussi parlé d'éducation. Quelles sont les valeurs qu'on t'a inculquées? D'accord. Donc, modeste, c'est que on n'était pas une famille où il y avait de l'abondance. Et pour aller faire des études à l'étranger, mes parents ont trimé pour nous envoyer ici. Et comme je l'ai dit, on est 7 enfants, je suis le dernier de la famille. J'ai habité chez ma grande sœur, j'ai des frères et sœurs que je considère même comme, comment dire, comme mes parents, parce que dans la famille malgache, on est toujours, quand on est le dernier de la famille, on reste toujours le petit. Donc ça, c'est d'une part. Et puis d'autre part, ce que je retiens, c'est cette notion d'honnêteté, de fidélité et le sens fort de la famille. Là, tu as évoqué le fait de partir à l'étranger pour poursuivre tes études. Comment s'est passée cette transition de Madagascar à la France pour toi? C'était difficile. C'est-à-dire? Difficile dans le sens où, quand vous êtes une famille nombreuse, quand vous êtes souvent avec la famille, quand vous êtes loin, et je me rappelle bien une anecdote, quand je suis arrivé ici, mon frère qui habitait en France n'était pas en France. Donc j'étais tout seul pour mon premier voyage en France, atterrir à l'aéroport, aller à la gare pour prendre un train pour aller à l'université de Caen, parce que j'étais inscrit en Normandie. Et j'avoue que ce voyage-là m'a forgé. M'a forgé dans le sens qu'il suffit de lire, parce que effectivement, arriver à un moment où on est face à soi-même. Donc oui, c'était un chemin difficile, et c'est peut-être aussi ça qui forge l'homme. Est-ce que la famille est primordiale pour toi dans tout ça? Quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'elle a une place centrale dans l'évolution de l'homme, si tu veux. Je dirais qu'il n'y a pas que ça. Pour moi, il y a 3 choses. La famille, le travail et l'organisation en général. Qu'est-ce que j'entends par l'organisation? Je cite les associatifs. Tu as cité tout à l'heure que, effectivement, je suis président de FIFPAMA. J'étais aussi membre de l'Agence malgache pour la promotion des entreprises. Donc, il n'y a pas que la famille, mais il y a la famille, le travail, et je dirais l'écosystème ou l'organisation en général. Les associatifs, toutes les associations qu'on côtoie rentrent dedans. Et le tout forme l'équilibre. Le tout forme l'unicité, l'équilibre. Ça marche, très bien. Maintenant, on va parler de ton parcours en tant que salarié, parce qu'il faut savoir qu'avant d'être entrepreneur, tu as été salarié pendant plus d'une quinzaine d'années, c'est ça? Quelle est ta vision du monde salarial? La vision du monde salarial. Mais juste peut-être avant de répondre à la question, quand j'avais fini mes études, je suis rentré à Madagascar. D'accord. Je suis rentré à Madagascar, je suis resté à peu près 6 mois parce que j'étais déjà dans l'esprit entrepreneurial. D'accord. Et je voulais absolument faire de l'import-export et du tourisme. De tourisme parce que ma grande sœur avait une agence de voyage et puis l'import-export quand on est étudiant avec tous les produits, etc. Donc j'ai expérimenté ça et au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que c'était très difficile, d'une part. C'est-à-dire difficile dans le sens où par rapport à l'idée qu'on a, par rapport à ce qu'on a envie de faire et par rapport à la réalité de terrain, donc on se posait des questions. Donc d'où la réponse difficile. Et j'ai pris la décision de 6 mois après de revenir ici et faire mon parcours salarial. Et qu'est-ce que j'en pense? Mais pour moi, ce parcours-là était, je dirais, une pause avant d'entreprendre quelque chose. Et dans mon parcours salarial, j'ai toujours
considérer qu'il n'y a que l'effort qui paye. C'est la persévérance, c'est dans la, comment dire, dans la production, dans l'accompagnement des clients était toujours quelque chose qui était primordial pour moi. Et c'est dans ce cadre-là que, en 2007, donc on a créé Citizen Can avec deux autres associés. Mmh. Tu as parlé tout à l'heure de la période où tu as voulu entreprendre à Madagascar pendant les 6 mois. Mmh. Maintenant, je vais parler du moment où tu as eu ton déclic. Peut-être que c'était plus un déclic finalement si je t'écoute. Sur la partie entreprendre en France, comment et quand est venu ce go-là en fait de le faire? Mmh. Ce go-là, il date depuis, on a créé Citizen Can en 2007, il date à peu près de 2000. Et la question, je pense que pour les personnes qui écoutent et surtout dans le cadre de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Quel type d'entreprise j'ai envie de créer? J'ai eu sans prétention aucune pas mal de propositions pour être indépendant ou aller dans les réseaux d'indépendants parce que c'est hyper classique de nos jours. Aujourd'hui, je fais du consultant en étant indépendant, etc. Et moi, j'ai jamais voulu faire ça. Moi, mon idée, c'est de créer quelque chose qui, même si je ne suis pas là demain, ça peut encore apporter de la valeur ajoutée. Donc Citizen Can était créé sous cette, sous cette forme-là pour dire qu'il y a les gros cabinets, comme on sait tous peut-être dans le domaine, on prend les Mazars, etc., ce qu'on appelle les Big Five, et puis il y a les petits cabinets. Donc nous, on a essayé de faire quelque chose où inclure à la fois le côté humain et aussi le côté professionnel des grands cabinets par des procédures, par des façons de faire les choses qui sont donc différentes que juste de l'expertise forte ou la méthodologie forte. Donc c'est quelque chose qui allie à la fois l'humain, la méthodologie et l'expertise. Et comment toujours les 3 points. Concrètement, c'est là, c'est maintenant qu'on passe à l'étape, on ouvre notre boîte. Quand on parle de l'entrepreneuriat, et quand on n'a pas envie d'être tout seul, c'est les rencontres qui font qu'on fait quelque chose. D'ailleurs, je vais même vous dire une confidence, c'est que depuis maintenant 2012, je prospecte à Madagascar pour créer Citizen Can Océan Indien. Ok. Et j'ai jamais pu le faire. C'était un échec pour un entrepreneur. Alors que j'arrive à créer ici en France, Citizen Can, où, comme je dis, nous sommes à peu près une 40aine de consultants. Pourquoi? Parce que justement, ce côté, rencontre, volonté, moment de le faire, jusqu'à présent, ne se fait pas. Mais je lance un appel d'ailleurs. C'est que dans le cadre de mon activité, je souhaiterais, donc, dans le cadre d'internationalisation de notre activité, créer justement ce que j'appelle ma Citizen Can Océan Indien. Parce qu'il faut savoir que tu l'as déjà fait en Espagne et en Angleterre. Donc là, exactement. Okay. Donc nous avons créé notre filiale en Espagne, nous avons notre filiale en Angleterre, mais paradoxalement, en étant malgache, j'arrive pas à entrevoir dans mon pays. L'appel est lancé. Exactement. Et comme tu disais, on va maintenant laisser place à la bonne rencontre en espérant que ça puisse pousser un peu aussi sur cette volonté-là que tu as d'étendre tes activités à Madagascar. Et dans cette transition, je vais revenir sur la transition salarié-entrepreneur. Quel était ton état d'esprit pour vraiment permettre que ça puisse aboutir et que ça réussisse en fait, au-delà des rencontres que tu as évoquées tout à l'heure? C'était simple, c'est de ne pas créer une entreprise éphémère. C'est pour ne pas dire, moi je j'avais pas l'intention de créer Citizen Can pour dire, bah oui, mais moi je bosse pendant 5 ans et puis moi je veux faire ceci, cela. Et peut-être qu'on va me dire, bah oui, mais Denis, il a des idées, mais moi j'étais toujours dans l'idée où, dans le monde professionnel, on doit trouver du bonheur à bosser.
qu'est-ce que j'appelle moi le bonheur intérieur brut. On parle de PIB, là c'est bonheur intérieur brut. Je vais à mon travail, pas en reculant. Ça veut dire que j'ai du plaisir à y aller. Et c'est pour ça que moi, si j'ai un appel, il faut aller, en tout cas, suivre son instinct. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. Il faut avoir du plaisir pour faire ce qu'on a envie de faire. Mais la voie du possible est large. Un être humain a un potentiel infini. Donc il ne faut pas se laisser pour dire, bah oui, mais moi je fais ça, je ne peux pas faire ça, je reste là. Explorez vos potentiels, faites en sorte que ce que vous pensez, votre souhait, soit réalisable et réalisé. J'adore ce que tu viens de dire parce que ça rejoint vraiment ma conviction personnelle. Donc là-dessus, je valide et j'appuie même. Donc nous partageons les mêmes valeurs. Entreprendre, comme tu as déjà évoqué tout à l'heure, c'est aussi un chemin parsemé d'embûches. Quel a été le moment le plus difficile et le plus marquant pour toi? L'entrepreneuriat, c'est pas non plus fleuve tranquille où tout se passe bien. On a, je pense, en tout cas l'expérience de Citizen Can, c'est que quand on est passé l'étape de 15 à 20 consultants, c'est une autre gestion. Ça veut dire que quand on part de 2 jusqu'à 15, bon, la structure, ça tourne tout seul, etc. Et puis, il y a des pics comme ça, ou des paliers, où, arrivé à un moment, il faut modifier, en tout cas, sa façon de gérer, sa façon d'appréhender le business, sa façon de gérer les consultants. Oui, on a eu une période difficile, je dirais, vers peut-être 2012-13, qui est aussi liée, je pense, à l'activité, la crise mondiale de 2008 que nous connaissons tous, et puis la crise européenne de 2010. Mais en tout cas, ce passage de 15 à 20 salariés nécessitait, en tout cas pour nous, de revisiter notre façon de faire pour justement recréer une seconde dynamique pour les étapes à venir. Et pour faire assez simple et assez court, qu'est-ce que vous avez mis en place qui pourrait aussi peut-être être des conseils pour ceux qui nous regardent? On s'est structuré. On s'est structuré parce que quand on est un petit cabinet, la documentation, les processus, même les règles sur les consultants, on avait même mis en place que chez Citizen Can, toute mission démarre par une note de cadrage. Et à chaque fin d'année, on fait un bilan avec notre commanditaire. Tous ces processus-là, comment dire, tout ce qui est processus de gestion de notes de frais, de demande de congés, on s'est plus ou moins, je dirais, structuré pour ne plus être un start-up, parce que quand on crée une entreprise, on est causé comme des start-up, vas-y, c'est simple, il n'y a aucune hiérarchie, on arrive, oui, mais je me rends compte une chose aujourd'hui, que quelle que soit la structure, la notion de verticalité est quelque chose qu'il faut toujours tenir compte. Parce que quand il y a un instant, il faut prendre des décisions, il faut que quelqu'un apprenne. Et ce que tu viens de dire là, j'aime beaucoup parce que finalement, se structurer, s'organiser, tu peux aussi l'amener à la vie, enfin prendre ça et l'utiliser dans la vie personnelle pour être performant dans ce que tu fais. Aussi à côté de tes activités professionnelles finalement. Donc ce sont des mots qui sont intéressants à prendre au-delà de la partie entrepreneuriat. Et peut-être que je rajouterai un point, mais la structuration ou le contrôle n'est pas incompatible avec l'humain. On peut être un groupe, on peut être des groupes de jeunes, on peut être une structure où on peut tous prendre la parole, où on est tous un acteur pour développer quelque chose, mais à un instant T, si on doit prendre une décision, il faut bien que quelqu'un la prenne. Très bien, c'est noté, merci pour ce partage.
Et comme on a pu le voir, je vais revenir sur l'ensemble un peu de ton parcours. Tu es parti de Diego, puis Tana, puis France. Tu as fait des études en informatique pour finalement faire du conseil en gestion de flux financiers. Tu passes de salarié à entrepreneur. Et même dans l'entrepreneuriat, tu fais du multisectoriel. Je pense avoir aperçu une partie de la réponse, mais je vais faire comme si, d'accord? Et je vais quand même poser la question. Comment tu fais pour être ce touche-à-tout sans forcément te conformer aux études que tu as pu faire et puis garder cette linéarité tout simplement? C'est très simple tout. J'achève ce que je commence et je persévère jusqu'à réussir. Je n'ai pas 25 associations, je n'ai pas 25 entreprises, je ne suis pas dans 25 domaines, mais quand je fonce, je fonce. Et je persévère pour réussir. D'accord, très clair, très profond, merci. Et est-ce que tu peux nous partager ta manière de faire des choix dans le sens où comment tu t'assures à chaque fois de faire les bons choix? Je pense que c'est une question de conviction. Ok. Par exemple, sur mon parcours Citizen Can, comme je l'ai dit, je ne voulais pas être indépendant. Je ne voulais pas être un expert qui intervient avec d'autres consultants. Je voulais construire. Donc c'est aussi une vision, qu'est-ce qu'on a envie de faire, d'une part. Et puis, d'autre part, peut-être je vais revenir un tout petit peu sur une, comment dire, sur une vision personnelle, mais je pense que l'être humain doit se poser 3 questions. D'où vais-je? Où suis-je? Et où vais-je? D'ailleurs, notre émission aujourd'hui était partie par ça. La SWAM, etc. Antananarive, la France, et on est là aujourd'hui. Et justement, en répondant à ces questions, on arrive à déterminer qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et quand on a envie de faire quelque chose, et quand on y croit quelque chose, il faut foncer. Il n'y a pas un bon projet, un mauvais projet. D'ailleurs, même une anecdote, quand on a créé Citizen Can, donc on consulte les amis, j'ai 2 amis qui m'ont dit « ça ne marchera jamais ». Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de cabinets de conseil, il y a des gros cabinets, donc un cabinet qui tient compte de l'humain, ça n'existe pas. La preuve qu'aujourd'hui, nous sommes 40. Deuxième anecdote, c'était en 2010, je voulais absolument, encore dans le cadre entrepreneurial, je voulais absolument créer un call center à Madagascar. Et d'ailleurs, l'entreprise s'appelait Sama, Call Center Madagascar. Et j'avais rencontré tous les acteurs, Niar, Nermad, et je m'appelle très bien, que je ne citerai pas ici l'entreprise, qui m'avait dit monsieur, c'est super votre idée, mais vous savez que ce qui marche à l'étranger ne marche pas ici. Très bien. Et puis je dis mais pourquoi vous dites ça? Il me dit oui, mais parce que l'externalisation, nous on internalise notre activité, ce n'est pas du tout possible. Après moi, ce que je lui ai dit, je dis que si je crée cette call center à Madagascar, tous les vendredis, l'ensemble des salariés doivent se former. Et les salariés qui ne se forment pas ne font pas partie de l'effectif de l'entreprise. La personne me dit, ça ne marche pas ici, ça. Donc j'ai dit merci. Mais moi, je suis persuadé qu'ensemble, on construit la richesse. Et c'est ensemble qu'on construit l'avenir. Et c'est aussi ensemble qu'on développe notre bien commun. L'entreprise est un bien commun. Il n'appartient pas aux dirigeants. C'est notre bien commun. Et c'est ensemble qu'on le développe et c'est ensemble qu'on le pérennise. Et je vais rajouter sur le slogan de l'invité de Paris, tout en bas il y a marqué « meilleur ensemble ». Donc encore une fois, je suis d'accord avec toi.
Je vais revenir sur cette partie vision. Donc, tu disais savoir d'où l'on va, où est-ce qu'on est aujourd'hui et où est-ce qu'on veut aller demain. Ça, c'est la partie vision. Je m'interroge maintenant sur ton rapport au temps, ta relation avec le temps, parce que finalement, tu as un parcours assez riche. Et je pose cette question parce qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est mon constat personnel, dans la société, nous voulons tout vite, dans un temps court. Alors que sur ton parcours, on voit bien que tu as tout fait sur le temps lent finalement. Donc, est-ce que tu l'as conscientisé, c'est le fait de faire les choses sur le temps long, ou tu as juste gardé cette partie vision, d'où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut aller? D'accord. Moi, je pense que c'est peut-être inconscient, mais je pense quand même que c'est de la conscience. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, j'achève ce que je commence et je persévère jusqu'à réussir. Donc, quand c'est mûri, quand tu construis quelque chose et quand tu veux aboutir à quelque chose, la notion du temps, je pense que c'est une notion importante. Donc oui, même si je ne l'ai pas, comment dire, voulu en tant que tel, mais quelque part, je pense que la phase de réflexion, vouloir exactement ce qu'on veut, et je pense que ça a contribué effectivement à cette notion du temps. Donc ne pas sous-estimer ce qu'on peut être capable de faire sur 20 ans par exemple, Exactement. et ne pas surestimer ce qu'on peut faire en une année. Exactement. Ok. Donc comme tu le disais tout à l'heure, tu œuvres beaucoup dans l'accompagnement des jeunes, donc dans le monde associatif, pour qu'ils puissent eux découvrir un peu le monde entrepreneurial. Donc on a cité, ou je ne l'ai pas cité peut-être, mais je le recite, tu as été jury et parrain de certains événements comme des Startup Weekend. Et moi j'aimerais savoir, qu'est-ce qui te pousse à t'engager autant? J'aime le partage, j'aime transmettre. Et je trouve que notre rôle, c'est justement d'accompagner toutes les initiatives qui valorisent Madagascar. Et si je suis aujourd'hui, j'œuvre pour le FIFPAMA, qui est au demeurant un groupement patronal, le pendant de ces groupement patronal pour les ETI, j'allais dire, c'est que notre rôle, c'est quoi? C'est de faire l'intermédiation entre là-bas et ici, être le représentant du groupement à Paris, et aussi faire en sorte de justement porter des projets pour le bien de Madagascar. Donc pourquoi je fais ça? Tout simplement pour aider les jeunes, et c'est, je dirais que ma humble participation, si je peux dire ainsi, et je le fais vraiment dans le cadre justement associatif. Et tu me donnes la possibilité et tout d'expliquer peut-être aussi le concept de Citizen Can. Chez Citizen Can, on donne 12 jours de RTT associatif pour que les citoyens chez nous puissent faire des œuvres associatives. Et c'est des congés, on appelle ça RTT citoyen. Mais parce que on ne peut pas comment dire, aider l'autre sans comprendre l'origine des choses. Donc ce côté associatif, je cite encore d'autres, Association France Diego Suarez, SOAMAD, etc. Mais je trouve que quand on est la diaspora, et que notre pays nous manque ou on a envie de faire quelque chose, je pense que c'est normal justement de faire ce genre d'action. Donc j'en fais beaucoup. Il y en a d'autres que je ne cite pas parce que je considère que c'est personnel. Il y en a d'autres où j'aide des associations qui œuvrent pour les enfants démunis, que je ne citerai pas ici non plus l'association. Donc il y a d'autres associations où j'accompagne, mais je le fais vraiment parce que je pense que c'est aussi ça notre devoir, du moins mon devoir. En tout cas, on ressent beaucoup ta générosité dans le partage, et je souhaiterais rebondir et conclure plutôt sur ça, sur cette première partie. On a parlé de ton parcours, de toutes tes années d'expérience, et pour conclure sur ce moment de partage, est-ce que tu aurais un message en prenant de la hauteur sur tout ça que tu pourrais partager aux jeunes et moins jeunes qui nous regardent? Oui. Si j'ai un message à dire, croyez en vos rêves.
L'entrepreneuriat, c'est à la fois facile et difficile. Facile dans le sens où on est maître de ce qu'on a envie de faire, mais difficile aussi dans la mise en place. Quelle que soit l'activité qu'on fait, salariale, entrepreneuriale, associative ou autre, rien n'est facile. Mais persévérez, allez au bout de votre rêve et ne baissez jamais les bras. Très bien, Denis. Donc, dans cette deuxième partie, on va parler de l'entrepreneuriat et du leadership. Donc, ça sera le thème de cette deuxième partie. Et puisqu'on parle de ça, je vais commencer mon introduction par le fait que tu sois président du groupement patronal FIVPAM à Paris. Et à ce titre, tu as sûrement une vision d'ensemble sur l'environnement entrepreneurial à Madagascar. Alors, j'aimerais te demander, quelles sont les évolutions majeures que tu as pu constater ces dernières années? En tout cas, via une vision extérieure, je trouve qu'il y a pas mal d'initiatives entrepreneuriales à Madagascar, surtout sur les 5 dernières années, sous différents domaines d'ailleurs, sur la digitalisation, sur l'énergie renouvelable, sur tout ce qui est, je dirais, autour du climat, etc. Et je trouve que c'est une très très bonne chose. Maintenant, il faut transformer ces initiatives entrepreneuriales à une entreprise pérenne. Donc c'est là où je pense que le chemin, en tout cas, peut être difficile, mais si effectivement on transforme toutes ces initiatives entrepreneuriales à une entreprise qui crée de la croissance, je pense que Madagascar aura une décennie, en tout cas, différente par rapport aux 10 dernières années. Et toujours selon ce regard externe que tu as, quels sont les secteurs pour toi qui ont de beaux jours devant eux? Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est autour de la responsabilité sociale des entreprises, tout ce qui est autour de la digitalisation, parce que le monde bouge, on n'a plus la même façon de traiter les flux hier comme aujourd'hui. Donc je pense que tout ce qui est la digitalisation doit être quelque chose à prendre en compte et ça fluidifie les processus, ça sécurise les flux, mais il faut quand même que ça rentre dans l'économie locale. Il faut que ça ait un impact sur la société. D'accord. Et te concernant, donc, on l'a dit tout à l'heure, tu es sur plusieurs secteurs, et la finance et le cosmétique. Alors, comment tu as étudié l'environnement de ces deux secteurs avant de te lancer? La finance, c'est quelque chose où on n'a pas besoin de matières premières. La finance, c'est ce que je dis souvent dans les interviews. Dans la finance, en tout cas dans un cabinet de conseil, la matière, c'est la matière grise. Donc quelque part, il n'y a pas de stock, il n'y a pas de, il n'y a pas comment dire, de préparation, etc. Par contre, c'est hyper difficile parce que c'est l'humain, c'est hyper difficile parce que, comme toute entreprise, le fait qu'on n'ait pas une société éditrice de logiciels financiers ni une entreprise qui a des stocks, donc l'année commence par des prévisions qui sont effectivement par rapport à l'humain. Donc c'est hyper difficile. Concernant Swacare, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que là, on peut parler de stock. On peut parler de stock, on peut parler de matières premières. Mais peut-être une petite parenthèse, c'est que Swacare, c'est que l'idée aussi, en plus du côté où on va transformer les matières premières de Madagascar, c'est aussi créer ce que j'appelle moi les ateliers Swazen, là où justement on travaille avec les paysans pour que la façon de traiter la matière première, cette façon ancestrale qui n'est pas écrite dans les livres, on puisse le perpétuer pour faire en sorte que on travaille la matière, on valorise la matière, on valorise aussi l'humain, les paysans là où on prend la matière. Donc pour moi,
un point essentiel justement dans la partie cosmétique, c'est aussi ça. C'est l'atelier Soisel où justement on est là pour accompagner les personnes à vivre correctement de leurs produits. Donc dans le concret, tu es aussi parti vraiment à la rencontre de ces paysans-là, physiquement, si je peux dire ça comme ça. Exactement. Et l'objectif étant de dire que chaque fois qu'on prend la matière première, là on parle de mangue, on parle de litchi, on parle peut-être de tamarin, demain on peut parler d'ylang-ylang. Donc en fait, c'est chaque fois qu'on a la possibilité, en tout cas, de créer ce sorte d'atelier où ça fédère les gens. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. En dehors de l'aspect financier qu'on peut faire. Mais je pense que, en tout cas, c'est vraiment ça le cœur. Ou l'idée derrière ça. D'accord, ça marche. Et comme on l'a dit tout à l'heure, hein, tu es beaucoup investi dans le monde associatif. Je vais revenir sur le fait que tu aies été à un moment donné jury dans des Startup Weekend. Le concept, comme son nom l'indique, c'est que ça se passe en un week-end. Donc quand on est jury comme ça, avec ce très court temps où tu dois prendre une décision, sur quels critères tu bases tes décisions pour désigner un projet vainqueur? D'abord, si je peux me permettre de tout, je n'étais pas le seul à... Oui, bien sûr, bien sûr. à décider. Oui, bien sûr. D'accord. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est la notion de, comment dire, d'unicité du projet, ou le côté projet utile pour la société. C'est pas juste je crée une entreprise, etc. Et j'avoue que j'étais impressionné par la qualité des projets. Mais vraiment, à leur place, à leur âge, excusez-moi mes chers téléspectateurs et téléspectatrices, mais à cet âge-là, je n'avais pas tous ces esprits entrepreneuriales, des esprits créatifs, la force de faire quelque chose. Et quand je vois les forces vives maintenant qui sont assez dynamiques, moi mon seul souhait c'est de les aider. Parce que je pense que c'est ça l'avenir. Et une forme d'aide que tu as pu apporter aussi dans cet univers-là, c'est le fait d'avoir été directeur de projet de l'AMD. Oui. Et à ce titre, tu as participé à la recherche de financement pour diverses entreprises malagasy. Déjà, quelle est la différence entre un entrepreneur du coup et un investisseur? Et quelles doivent être les qualités de chacun? C'est une excellente question. Et peut-être que je vais préciser un peu avant de répondre à la question. C'est que l'Agence malgache pour la promotion des entreprises s'appelle AMDP, qui est rattachée à la présidence pour tout ce qui est donc projet. Donc j'ai eu la chance d'appartenir justement à cette entité-là et on a eu pas mal de projets dans les recherches de financement et dans des phases de structuration de projets. Et au demeurant, c'était une expérience très enrichissante. Après, pour répondre à la question, c'était la différence entre un entrepreneur et un investisseur. Et les qualités qui doivent être propres à chacun. Oui. Moi, je pense que ça dépend. Ça dépend parce que est-ce qu'on peut être un entrepreneur philanthrope? Est-ce que je peux aussi être un investisseur agressif? Sachant bien que les deux, c'est qu'effectivement, on crée de la valeur. Mais maintenant, sous quelle façon? Sous quelle forme? Moi, je dis toujours, c'est que si je dois créer de la valeur, ce n'est pas au détriment de quelqu'un d'autre. Donc je pense que ce sont deux activités qui sont utiles. L'un a besoin de l'autre. Une entreprise, pour se développer, a besoin d'investisseurs. Et un investisseur, pour pouvoir justement créer de la valeur, a besoin des entreprises pour investir. Donc je pense que les deux doivent être compatibles et doivent être équitables et que la collaboration doit être à double sens. Équité et collaboration. Exactement. Ça marche.
Équité et collaboration. Et toi, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu as constaté des habitudes chez toi qui sont installées au fur et à mesure du temps et fil du temps et que tu pourrais nous partager aussi parce que peut-être que ça peut être intéressant pour nous de nous imprégner de ça? Oui, moi si j'ai envie de partager quelque chose ici, c'est que l'entrepreneuriat doit être une approche humaine. J'aime bien la phrase qui dit seul on va plus vite, mais ensemble on va plus vite, loin. mais ensemble on va plus loin. C'est bien, mais quelque part il faut considérer que l'entreprise est une maison commune. Et pour que justement cette maison commune fonctionne, il faut l'apport de tous. Et l'apport de tous veut dire que l'écoute, répondre aux besoins, aux préoccupations. Mais j'insiste, ce côté où on écoute tout le monde, ce côté où on donne la parole, arrivé à un moment, il y a aussi ce côté, ce que j'appelle moi la verticalité ou de prise de décision. Oui, il faut créer quelque chose qui tient compte de l'humain. Il faut créer quelque chose où le cœur, c'est les citoyens, la cité. Et d'ailleurs même, puisque tu me donnes la possibilité de le dire ici, mais je pense que quelle que soit l'activité que je fais, que ce soit salariale ou entrepreneuriale ou associatif, je pense que nous devons aussi, poser 3 questions. En quoi ce que je fais m'est utile? En quoi ce que je fais est utile à l'autre? En quoi ce que je fais est utile à la cité, à la société au sens large? Cette interview était utile pour moi, utile aussi, je pense, pour toi, et utile pour les téléspectateurs qui nous écoutent. Et cette notion d'utilité que moi j'appelle encore peut-être pas plus fort, mais en tout cas la mission, tu vois, je l'appelle aussi, si je devais l'appeler autrement, c'est la mission. On l'abordera un peu plus tard encore en profondeur. Mais je vais revenir sur tes différentes responsabilités qui t'ont amené à côtoyer différents profils de chefs d'entreprise. Et selon toi, quelles sont les erreurs les plus fréquentes chez les entrepreneurs débutants? Je pense l'impatience. C'est peut-être aussi l'époque. On veut que tout soit rapide. On veut une richesse rapide. On est impatient. Et je pense que s'il y a une chose comment dire, on doit prendre en compte, rien n'est facile. Ce qui arrivera, arrivera toujours. Ce qui n'arrivera jamais, n'arrivera jamais. Donc, quelque part, c'est apprendre la patience. Il y a des moments difficiles, il ne faut pas se laisser, dépasser par les événements. Donc vraiment le message que j'ai envie de dire ici, soyez patient et croyez à ce que vous faites, à ce que vous avez envie de faire. Ce que je disais tout à l'heure, ne pas surestimer ce qu'on peut faire en une année et penser ce qu'on peut faire sur 20 ans, 15 ans. Exactement. Donc patience. Ok. Et persévérance. Patience et persévérance. Et puisque le thème aussi c'est le leadership, selon toi, qu'est-ce qu'un leadership gagnant? Qu'est-ce qu'un leadership gagnant? Je pense qu'un leadership gagnant, c'est un leader qui fédère, c'est un leader à qui les gens suivent. C'est un leader qui donne des idées nouvelles. Ce sont des leaders qui ont des visions. Parce que la différence, je pense que justement quand on parle de leadership, je pense qu'on parle de vision. Parce que c'est ça aussi la différence entre, c'est de l'expert, c'est de manager, c'est un vrai leader. Mais pour moi, un vrai leader, c'est quelqu'un qui a une vision, et cette vision-là, elle est partagée. Si j'ai une superbe idée, mais qui est acceptée par personne, ce n'est certainement pas une bonne
idée. Par contre, si j'ai une mauvaise idée acceptée par personne, je ne pense pas non plus que ce soit une bonne chose. Ce que je veux dire par là, c'est que ce leadership doit être justement ce côté visionnaire qui apporte une transformation pour la société. Vision limite au-delà de l'expertise, alors c'est ça, c'est vraiment. Exactement. Ok. Exactement, mais vraiment au-delà de l'expertise. Leadership, dans n'importe quel domaine d'ailleurs. On va maintenant parler de compétences ou de capacités. Et l'une des révolutions les plus tendances en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. On n'y échappe pas. Alors, selon toi, quelles ressources spécifiques un entrepreneur doit obligatoirement développer demain pour rester compétitif? L'humain. L'humain. J'adore la Pourquoi? réponse. Ouais. Non, mais pourquoi? Mais parce que je me rends compte, d'ailleurs, dans l'entreprise, il y a beaucoup de facettes. Je ne suis pas comptable. Je ne suis pas, comment dire, peut-être pas un bon commercial. Je ne suis peut-être pas un bon dirigeant. Je suis peut-être un bon gestionnaire. Tel qu'on l'avait dit aujourd'hui, d'ailleurs, il y a la phrase de Stephen Kahn, qu'est-ce qui fait la valeur d'aujourd'hui, si ce n'est qu'est-ce qui fait la valeur de l'entreprise aujourd'hui, si ce n'est les hommes qui la composent. Donc, pour être un bon chef d'entreprise, il faut savoir s'entourer des gens où il y a une complémentarité dans les expertises. On ne peut pas être tout seul. On ne connaît pas tout. Mais par contre, l'équipe qui compose l'entreprise doit avoir une complémentarité justement pour répondre aux défis de l'entreprise. Donc pour répondre à la question, savoir s'entourer des gens complémentaires, compétents, compatibles pour faire avancer les choses. En tout cas, nous, dans cette émission, on cherche vraiment la personnalité de la personne qu'on a en face de nous. Et je sens vraiment cette cohérence et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai eu l'occasion une fois de visiter vos locaux et il y a ce que tu appelles le mur des légendes. Donc ça rejoint un peu cet humain, mais je vais te laisser développer un peu cette partie-là parce que je trouve vraiment la cohérence dans ce que tu dis et ça me fait penser à ce mur-là. Oui, tout à fait, parce que quand on prend la période de nos parents, on rentre dans une entreprise, on fait les 40 ans de carrière. Il y a la famille, la tante, on trouve son époux ou son épouse dans l'entreprise. Je pense que ce temps-là, c'est révolu. On ne peut pas dire aujourd'hui aux jeunes qui arrivent, bah, vous allez rentrer dans l'entreprise, vous allez vous faire votre carrière pendant 40 ans. Par contre, toute personne, tout citoyen qui participe à la richesse doit être valorisé. Donc chez Citizen Can, on a considéré ces citoyens-là comme des légendes. Ça veut dire que si on est tel qu'on est aujourd'hui, ils ont participé, ils ont mis la pierre à l'édifice. Donc on n'oublie pas. Mais il peut y avoir des séparations difficiles, des séparations souhaitables. Mais parce qu'effectivement, quand on est entrepreneur, on peut peut-être, à un instant T, ne peut pas répondre à un besoin d'un salarié. Mais ça se passe bien parce que, justement, c'est accompagné. Tout départ n'est pas forcément une mauvaise chose. Et donc, juste pour expliquer le mur des légendes, c'est que sur ce mur-là, il y a les photos des collaborateurs qui sont partis de ton entreprise. Hein, c'est ça? Tout à fait. Qui sont partis, mais qui a participé à la richesse de l'entreprise. D'accord. Et d'ailleurs même, on fait une soirée des légendes tous les 2 ans, justement, pour se retrouver, pour discuter, pour partager. Avec ces personnes-là qui sont déjà parties. Exactement. Et qui restent notre écosystème. Est-ce qu'une entreprise doit forcément avoir des valeurs selon toi? Est-ce qu'il ne suffirait pas que le dirigeant, par exemple, ait des valeurs et puis ça peut s'arrêter là? Justement, il faut que ce soit l'ADN de l'entreprise. Ce n'est pas l'ADN du dirigeant, c'est l'ADN de l'entreprise. Le dirigeant donne la vision, prépare l'ADN, conçoit l'ADN, mais pour que ça marche, il faut que ce soit partagé par l'entreprise. Et une entreprise qui a une ADN forte, c'est une entreprise pérenne. Une entreprise qui n'a pas d'ADN, je pense que ce n'est pas une entreprise. Et donc, est-ce que tes entreprises partagent des valeurs communes, même s'ils sont sur des secteurs différents? Mais bien sûr. L'humain. L'humain.
Je me doutais un peu. L'humain. L'humain d'une part, et puis cette recherche de justement inclure à la fois le côté, j'aime pas le mot business, mais le côté entrepreneurial en tenant compte de l'humain. Mhm. Tout ce que je fais, c'est ça. Mhm. Et tu as parlé de vision, Mm. donc sur Citizen, Cannes ou Swaker. Mm. Quel impact tu souhaites laisser dans ces secteurs-là? Je pense que l'impact, quand on est entrepreneur ou quand on crée quelque chose, c'est la pérennité. L'impact, c'est que même si je ne ferai pas là demain, ou parce qu'effectivement on est amené à faire autre chose, ou c'est aussi normal de passer la main, c'est aussi normal d'entrevoir peut-être autre chose, c'est qu'effectivement ce bien commun, je l'appelle bien commun parce qu'il y a des gens qui ont participé à ça, c'est que ça perdure et que l'ADN perdure. S'il y a une chose, je pense, pour les entrepreneurs, d'ailleurs je dis peut-être à nos téléspectateurs, c'est que cette notion d'ADN, elle est hyper importante parce que ça structure l'entreprise. Et plus elle est partagée, plus en tout cas l'entreprise reste fort. Donc quelque part, il faut vraiment définir, mais quel est mon ADN? En quoi je suis différent des autres entreprises du même secteur? Et c'est ça qui fait la force d'une entreprise. Ça marche. Le temps, malheureusement, nous oblige à conclure cette deuxième partie. Alors pour conclure, j'aimerais te demander comment tu définirais le succès dans l'entrepreneuriat? Le plaisir. Le succès n'est pas forcément la richesse. Le succès n'est pas forcément ce qu'on voit paraître. Le succès peut être une satisfaction personnelle pour dire j'ai entrepris ce que j'ai fait. J'ai un succès parce que j'ai entrepris quelque chose, je suis satisfait, indépendamment de la richesse qui peut être produite. Pour cette troisième et dernière partie, tu n'as pas été prévenu, mais n'empêche que je vais t'expliquer la règle. C'est que je vais te poser une rafale de questions, parce que l'objectif, bien évidemment, c'est de te connaître encore plus. Donc je vais te poser une rafale de questions et tu auras juste à répondre le plus spontanément possible. Donc tu me dis quand tu es bon et on aura à faire ça pendant 1 minute. Il faut que je respire profondément, mais je suis prêt. Ça marche. Très bien, donc je vais commencer. Quand est-ce que tu as stressé pour la dernière fois? En ce moment. Quel est ton livre préféré? Mon livre préféré, et j'ai un petit peu de mal à répondre à cette question parce que j'aime bien le livre de Samarcande. J'ai lu, je crois, il y a 4 ou 5 ans de cela, j'ai lu L'étranger de Camus. Et puis récemment, j'ai lu L'ignorant ou L'ignorance, un livre de 2000 d'un Brésilien. Et ce que j'ai constaté, sur tous ces livres-là, il y a un point commun. C'est quelque part l'union entre la philosophie, la poésie, plus l'histoire, mais aussi, moi, ce que j'aime bien avec le livre étranger, non pas l'étranger, mais l'ignorant, c'est que par le prisme de l'exil, on essaye de déterminer qui suis-je. Sur le passé, avec l'exil, on se pose la question de dire en fait, mais je suis où? Est-ce que si je vais à Madagascar demain, je parlerai malgache correctement par rapport à ce qui est attendu? Est-ce que je retrouverai le même côté que j'ai eu avant? Donc c'est ce côté-là en fait qui m'intéresse dans le cadre de livre. Donc je dirais peut-être L'ignorant. Je vais mettre pause sur le chronomètre, parce que ce que tu viens de dire m'intéresse. Est-ce que qui je suis, doit ou peut évoluer, ou finalement il y a une colonne vertébrale qui reste, ou est-ce que tu peux changer tu peux changer le qui tu es en fonction de tes expériences?
Non, mais je pense qu'on doit changer. Ok. L'expérience nous, du moins, l'expérience nous emmène à changer. Je suis différent hier et aujourd'hui. Je serai certainement différent demain. Donc oui, on a cette colonne vertébrale, notre être. Qui suis-je? Je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un de réservé, je suis quelqu'un qui n'aime pas le paraître, je suis quelqu'un qui déteste l'ego. Ça, je suis. Mais par contre, comment j'interagis avec les autres? Ça, c'est l'expérience. C'est l'échange qui nous permet de changer. Peut-être qu'avant, on était moins tolérant, maintenant, on est plus tolérant. Peut-être qu'avant, on avait un regard peut-être impulsif, et puis maintenant, on est plus, on est plus dans la sagesse. Tout ça nous emmène. Par contre, on ne doit pas radicalement changer. Donc il y a la colonne vertébrale qui reste. Par contre, les feuilles, elles sont amenées à évoluer. Elles sont amenées à évoluer en fonction de la période, en fonction de notre rencontre, en fonction de là où, mais de là où on est. Je ne vivrai certainement pas la même chose quand je suis ici et quand je suis à Madagascar. Je ne vivrai certainement pas de la même façon quand j'habite à Tana ou j'habite à Diego, et quand bien même quand je vais habiter à Sainte-Marie. Donc oui, c'est un ensemble. On doit s'enrichir pour évoluer, mais on doit, je pense, on ne change pas radicalement l'être. Ça marche. Je ferme la parenthèse sur cet échange hyper enrichissante qui pourrait faire partie de notre thème. Et on va reprendre le chronomètre. Donc je continue mes questions. Donc tu es prêt? Ok. Où était ton dernier voyage et quand? À Madagascar, il y a 2 semaines. Qui est ton chanteur préféré? Mike Brandt. Que t'inspire le film Le Comte de Monte Cristo? Ah, excellente question. C'est ce côté persévérance, ce côté où il y a l'injustice. Ce film m'a interpellé en fait. Quelle est ta plus grande fierté? D'être moi-même aujourd'hui et fier de l'être. Qu'est-ce qui t'agace le plus? La fourberie. Quel est le conseil qu'on t'a donné et qui t'a le plus marqué? Écoute, analyse et agis. Avec quelle personnalité encore vivante aimerais-tu bien échanger? Avec toi, toute. Merci. C'est un plaisir aussi d'échanger avec toi. Quel est l'objet dont tu ne pourras jamais te débarrasser? Un statut que j'ai chez moi, qui est à la fois... il y a un sens et il y a... qui est certainement personnel, mais je pense que je le garderai et je l'amènerai avec moi. Et la statue, elle est en forme de quoi? En bois. Ok. Et enfin, que penses-tu de l'émission L'invité de Paris? Je pense que c'est une excellente émission. Dans le sens où les échanges, il y a une certaine qualité d'échange. Et je trouve que ça donne aussi une opportunité, en tout cas pour nous qui sommes de la diaspora, essayer de valoriser ou essayer en tout cas de montrer le parcours de la diaspora malagasy. Et je trouve que c'est une excellente chose. Et je trouve que la qualité de l'émission, le thème de l'émission et surtout la façon dont c'est piloté, et je trouve que c'est une très bonne chose, d'autant plus que personnellement, je ne fais pas beaucoup d'interviews et je trouve qu'aujourd'hui, c'était une très très belle journée, malgré le stress de la 3e partie. Mais en tout cas, je te remercie en tout cas de m'avoir accueilli et je te remercie sur la qualité de tes questions. Et j'espère que j'étais clair, sincère, honnête en tout cas dans la réponse à tes questions. Mais en tout cas, j'ai tout donné vraiment en toute franchise. Et ça c'est pardon, et ça s'est ressenti sur le plateau en tout cas. Et à mon tour de te remercier parce qu'effectivement tu es connu pour cette discrétion et aujourd'hui tu t'es vraiment livré
pour le bien de l'émission, pour le bien de ceux qui nous regardent et pour nous-mêmes qui sommes présents ici. Et pour ça, je t'en remercie. Et d'ailleurs, pour garder cette notion de partage, si d'aventure il y a des personnes qui nous regardent, qui souhaitent échanger avec toi sur certains sujets, comment est-ce qu'ils pourraient s'approcher de toi via LinkedIn par exemple? C'est possible de s'approcher de toi En tout cas, j'étais toujours ouvert, hein. J'ai aidé le CERE, j'ai aidé d'autres associations, j'ai même des universitaires qui font leur mémoire, qui passent me voir. Donc quelque part, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit de toute façon mon numéro de téléphone, il est visible. Vous pouvez aussi passer par l'émission pour me contacter, mais en tout cas, c'est avec plaisir de vous accompagner, de vous parrainer, de vous aider, en tout cas, dans votre démarche entrepreneuriale. Et que n'hésitez surtout pas, mais en tout cas, si j'ai la possibilité de le faire, je le ferai avec plaisir. D'accord. Et pour compléter ça, si vous passez par LinkedIn, mettez d'abord au début de votre message IVP et le message sera traité en priorité invité de Paris. Voilà, donc nom de code IVP, quoi. Voilà. Contact IVP, oui, d'accord. Donc ce sera traité effectivement en priorité numéro 1. Ah bah, c'est une manière pour nous aussi de fidéliser nos téléspectateurs. Hein, bien sûr. Merci pour ça. Bien sûr. Mais en tout cas, sincèrement, n'hésitez pas, et effectivement c'est aussi dans ma démarche justement d'aider ça, donc n'hésitez surtout pas, et j'en serais d'ailleurs ravi si effectivement suite à l'émission je connaîtrais d'autres forces vives avec un esprit entrepreneurial en tout cas pour développer notre chère patrie. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas, parce que vraiment pour appuyer l'essence de l'émission, c'est ce côté ensemble comme tu disais, donc le fait de vouloir être meilleur ensemble. Meilleur ensemble aussi, c'est quoi? C'est avoir vos témoignages, vos retours, vous qui nous regardez en commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Éventuellement, quel genre de profil les prochaines fois vous souhaitez écouter. Et puis c'est une forme de soutien envers ce qu'on fait aussi, parce que mine de rien, c'est du travail, hein, c'est du boulot. Tu l'auras constaté bien des semaines avant. Donc continuez de partager. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres personnalités toujours aussi inspirantes que Denis. Merci beaucoup.